Salut à vous. Avant de commencer, j'aimerais discuter d'un truc avec vous. Il y a quelques semaines, j'ai reçu ce commentaire sur une vidéo traitant du portrait de Dorian Gray, écrit par Oscar Wilde. Donc, je vous le lis. Vous n'êtes simplement pas assez intelligent pour réellement comprendre ce chef-d'œuvre. Puisqu'il s'avère que dans cette courte vidéo, je dis que j'ai pas du tout aimé parce que c'est prétentieux, c'est bavard pour rien dire et très superficiel. Bien plus un exercice de style qu'un roman à part entière. Pour autant, j'ai l'impression d'avoir compris le roman et l'essence du roman, de justement ne pas du tout être passé à côté. Mis à part le fait que le commentaire m'a bien évidemment piqué au vif, en dessous il y a vraiment une question que je me pose. Ne pas aimer un bouquin, ça veut pas forcément dire ne pas l'avoir compris, ou ne pas avoir compris l'intention de l'auteur. C'est aussi et surtout ne pas avoir aimé le bouquin. Il y a tout un tas d'arguments allant dans le sens de la dépréciation, le style, l'intrigue, les thématiques, les personnages, la cohérence, le genre, voilà. Tout un tas d'éléments qui rentrent en compte dans la balance quand on a apprécié un roman, un bouquin, ou qu'on l'a pas apprécié. Pour autant, on peut aussi aimer une œuvre parce qu'on ne l'a pas comprise, même si c'est plus difficile à admettre, parce que c'est faire face à ses propres limites culturelles, ses propres limites, surtout culturelles, parce que pour moi, globalement, l'intelligence ne rentre pas en compte là-dedans. Cela ne fait pas de quiconque un idiot par contre, même si je comprends la frustration quand quelqu'un dit du mal de notre bouquin préféré, ou d'un bouquin qu'on a adoré. Là où je veux en venir, c'est calmons-nous, respectons les opinions et les goûts de chacun en termes de littérature. Bref, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que j'ai lu en octobre? On a un recueil de nouvelles du King Stephen, un roman de science-fiction, pas bon du tout, un essai, non mais depuis quand? Et un très bon roman de fantasy, le début d'une saga de Brandon Sanderson. Et enfin, On ne joue pas avec la mort, d'Emile St. John Mandel. J'ai rien d'autre à dire dessus parce que c'était pas ouf, voilà. Donc on a commencé le mois d'octobre avec Nuit Noire, Étoile Morte, qui est un recueil de nouvelles de Stephen King. C'est publié en France en 2012 par Albin Michel, 2 ans après la publication américaine. Pour être précis, en France, c'est publié après la duologie Dôme, très populaire, qui a eu son adaptation en série, mais avec une fin quelque peu décevante, une conclusion pas ouf. Et 22 novembre 63, qui a eu son adaptation en mini-série aussi, un énorme pavé et tout bonnement un des meilleurs romans de Stephen King. Faut vraiment que je le relise d'ailleurs, parce que c'est un bon bout de temps. Donc Nuit Noire et Étoile Morte, pour revenir au bouquin qui nous intéresse. C'est un grand succès de librairie pour un recueil de nouvelles. C'est une 10e place sur la liste New York Times Best-Seller, 10e place pour toutes les fictions. Le recueil de nouvelles remporte 2 prix prestigieux du roman de genre, le British Fantasy Award et le prix Bram Stoker du meilleur recueil de nouvelles. Mais le salaud est un habitué puisqu'il a remporté 13 prix Bram Stoker et 7 British Fantasy Awards. Je suis moins fan du genre du recueil de nouvelles en général, moins que le roman en tout cas, on y passe moins de temps, c'est toujours un peu de frustration, c'est régulièrement inégal. Mais le maître de l'horreur m'a déjà fait mentir, donc on va voir si c'est s'y prendre une seconde fois. Alors dans Nuit Noire, Étoile Morte, on a 4 nouvelles que je vais vous résumer très succinctement. La première s'intitule 1922 et se déroule à cette date. On y suit la relation très tendue entre un fermier et sa femme qui est nouvellement propriétaire d'une grande terre agricole qu'elle a reçue en héritage et qui compte vendre pour partir vivre en ville, en emmenant le gosse, bien sûr. Le mari, lui, il est pas d'accord et il est prêt à tout pour se faire entendre. La seconde nouvelle s'intitule Grand Chauffeur et explore le destin d'une autrice qui subit une agression sur une route abandonnée et qui est laissée pour morte et qui ensuite revient se venger. La troisième, Extension Claire, repose sur une rencontre entre un cancéreux en phase terminale et un type chelou qui lui propose une extension de vie. Une extension qui a un prix lourd et terrible que le personnage principal, Dave, est prêt à payer aux dépens de son prétendu meilleur ami. La dernière nouvelle s'intitule Bon Ménage et raconte l'histoire d'un couple marié depuis 20 ans lorsque la femme s'aperçoit que son mari est un tueur en série. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce recueil de nouvelles? Le King me fait mentir, mais 4 nouvelles pour presque 500 pages, on a le temps de creuser le concept dans chacune d'entre elles. C'était vraiment bien, les 4 nouvelles sont très bonnes en qualité et mériteraient même d'être publiées individuellement en roman. La meilleure des 4 reste 1922, et dans les 4 nouvelles, on a une vraie ambiance bien sombre, bien paranoïaque. On explore les recoins les plus sombres du comportement humain et de la psyché humaine, la colère, l'avarice, l'envie. Les éléments fantastiques sont bien plus discrets que d'habitude et passent même pour des hallucinations. Stephen King, il ancre ses 4 nouvelles dans le réel et l'horreur n'en est que plus compréhensible, en particulier pour Grand Chauffeur et surtout Bon Ménage. C'est une vraie bonne entrée dans l'univers de Stephen King et pour y rentrer, le format nouvelle est un véritable avantage, comme ça tu peux prendre ton temps, lire ce que tu veux. Ensuite, on a lu Acceptation de Jeff Vandermeer et c'était bien nul. Allez, bouquin suivant. J'ai mis 1 étoile sur Goodreads, j'ai mis 3 sur 10 sur Sens Critique. Le livre m'a mis en colère. Récapitulons. C'est le 3e tome d'une trilogie intitulée Laurent par Sud, écrit par Jeff Vandermeer
est publié en 2014 aux États-Unis et c'est entre 2016 et 2018 par les éditions Au Diable Vauvert en France. Le premier tome, Annihilation, était génial. Un presque chef-d'œuvre de la science-fiction et pour moi une référence du genre. On avait un roman immersif et plein de mystères avec une vraie atmosphère effrayante et perturbante et j'aurais voulu que l'auteur s'arrête là. Le deuxième tome m'avait déjà mis en rogne. C'est un tome qui ne répondait à aucune des questions posées par Annihilation, qui se contentait de parler de la bureaucratie américaine avec un personnage principal qui était un incapable, qui manquait clairement de charisme et d'intérêt et qui vivait une vie plutôt banale, bien loin des bases flippantes et angoissantes et irréelles du premier tome. On aurait dit que l'auteur se faisait timide, voilà, évitant de récolter les graines qu'il avait semées, de peur que le plat final ne soit pas bon. Bah ouais, mais en attendant, Jeff, tes graines elles ont pourri au grenier. Voilà, je me perds dans ma comparaison. Bon alors, dans Acceptation, il se passe quoi? C'est clairement le bordel. On a 3 temporalités différentes, je sais même pas comment vous en parler, alors je vais prendre le résumé de Babelio. Tandis que la zone X s'étend, voilà, interlude dans le résumé, la zone X, c'est une zone d'origine inconnue, dans laquelle se passe tout un tas d'événements paranormaux. En plus, elle semble grandir avec le temps et jouer avec les frontières de la réalité, de l'espace et du temps. Donc, tandis que la zone X s'étend, l'agence chargée de l'enquête et de sa surveillance, le rempart sud, s'effondre. Une dernière équipe tente le tout pour le tout et traverse la frontière, déterminée à atteindre l'île reculée qui pourrait apporter des réponses. Un échec mettrait le monde en péril. Acceptation creuse les circonstances entourant la création de la zone X. Qui se trouve à l'origine de ce bouleversement? Quelqu'un a-t-il déjà approché de la vérité sur la zone X ou a été corrompu par elle? Dans ce dernier livre crépusculaire et mélancolique de la trilogie du Rempart Sud, les mystères sont résolus, mais la terreur monte. Alors non, même là, la dernière phrase est fausse, les mystères ne sont pas résolus. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je t'arrête tout de suite, j'ai détesté. C'est ce que j'ai lu de moins bon cette année. Le style est pompeux et prétentieux, Jeff Vandermeer ne veut qu'une seule chose, te mettre son skill d'auteur plein dans les yeux, mais sinon il se passe rien dans ce roman. Aucune réponse n'est apportée à aucune question. On explore le destin de personnages dont on sait déjà comment ils vont finir dans les tomes précédents, des personnages qui d'ailleurs n'évoluent pas. On est vraiment face à un sous Lovecraft, des personnages principalement insipides, majoritairement stupides, qui font face à une entité cosmique hors de leur compréhension, qui les manipule à sa guise. Pour autant, on ne ressent véritablement ni peur ni horreur, mais le personnage non plus d'ailleurs, t'inquiète, juste de l'incompréhension, alors que la peur, bah c'est la promesse du roman. On comprend juste pas où l'auteur veut en venir, mais je pense pas que l'auteur sache non plus où il veut en venir. Il aurait mieux valu pour lui, et pour nous qui s'arrêtent au premier tome qui était génial, mais c'est peut-être ça qui me frustre tant, hein. Le potentiel était tellement zinzin, peut-être trop zinzin, et Jeff n'a pas su quoi en faire. Gigantesque et amère déception. Bon, je m'excuse pour les bruits, là, c'est le chat qui joue, là, dans un sac qui abat sous mes yeux, pas sous les vôtres. Pour continuer, on a lu le bouquin bidécennal du chef Damasio. Voilà. Alors, c'est toujours un tel succès que un livre tous les 5 ans suffit à remplir sa marmite et celle de sa famille. Donc, le bouquin 2024, c'est Vallée du Silicium. Et ce n'est pas publié par La Volte, une fois n'est pas coutume, mais aux éditions du Seuil. Et cette fois-ci, Damasio, le patron, s'éloigne de la fiction pour nous pondre un essai. Alain Damasio, c'est mon auteur préféré, mon roman favori, et La Horde du Contrevent. Voilà, j'ai fait dédicacer 2 fois parce que je suis un gourmand, et ça le restera bien longtemps. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet qui me tient à cœur. J'ai rencontré le bonhomme lors d'Editopial, là où j'ai fait mes dédicaces, et c'est une crème dessert, hein, même pour 2 minutes. Pour parler de son œuvre en général, elle est très engagée. Son premier roman s'intitule La Zone du Dehors et est publié en 1999. C'est un roman de science-fiction anticipatoire qui se concentre sur les sociétés de contrôle. Le second, La Horde du Contrevent, est une magnifique fresque qui oscille entre science-fiction et fantasy. Et c'était génial, mon gars. Faut s'y jeter immédiatement, là. Hop. Et le troisième roman du gars, Les Furtifs, est un exceptionnel roman de science-fiction dont on reparlera certainement quand je l'aurai relu. Dans Vallée du Silicium, on suit Alain Damasio qui voyage à San Francisco et il se plonge dans la Silicon Valley. Au cours de ce voyage, il va questionner le rapport entre l'humanité et la technologie. Ouais, parce que le contrôle des populations par la technologie est une thématique qui inquiète beaucoup Damasio, donc qui écrit beaucoup à ce sujet-là, tant en fiction qu'en essai. Alain Damasio, il part donc à San Francisco pour rencontrer tous ceux qui font la Silicon Valley. Il en profite pour se questionner sur la tech et le futur de l'humanité en lien avec l'évolution de la technologie. Donc Apple, l'intelligence artificielle, le rapport au corps, la santé, le contrôle qu'exercent les réseaux sociaux sur nous, le tout mêlé au grand capital qui va nous donner au plus offrant. Le tout au cours de cette
chroniques différentes. Et puisque rien n'est aussi remuant que la fiction, en conclusion du bouquin, on a une nouvelle du patron entre récit apocalyptique intimiste et combat entre intelligence artificielle et humanité. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Le livre il fait écho à des inquiétudes qui me traversent et qui me troublent. Là, je suis inquiet du contrôle de la technologie sur nous et sur l'humanité en général et du contrôle qu'on lui autorise en fait. On est perdu sur la technologie qui pourtant nous isole aussi. Et c'est doucement ironique que le biais que j'utilise pour vous parler de ça, c'est internet, c'est mes vidéos, mais je suis tout aussi dépendant de la technologie que tout le monde. Le chef Damasio, il fait bien vivre et ressortir ses inquiétudes. Merci beaucoup. C'est forcément inquiétant, mais il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Un espoir d'une technologie avec laquelle on avancerait main dans la main et non qui nous abrutirait comme c'est le cas en ce moment. Et je retrouve beaucoup mes propres angoisses vis-à-vis de la technologie dans ce bouquin. Pour autant, on s'y perd aussi facilement. Alain Damasio, il est très verbeux, son style est très complexe et parfois on a du mal à comprendre où il veut en venir, mais c'est clairement magnifique la plupart du temps. Je peux que vous conseiller de le lire. C'est important, il y a un constat sur la tech et son contrôle sur nous, un constat qu'on peut ignorer, même si on le sait au fond de nous, qu'on est trop là-dessus. Voilà, le contrôle des big data et plus globalement de la société capitaliste. Ce constat est effrayant, mais il y a des pistes d'aller mieux. Voilà, j'ai pas l'habitude de lire des essais, mais celui-ci est primordial à mes yeux. Ensuite, on a continué le mois d'octobre avec un pavé de 1000 pages de Brandon Sanderson. Et encore, c'est que la première partie du tome 1. Accroche-toi bien. Donc, ce pavé, c'est La Voix des Rois, tome 1. À ne pas confondre avec La Voix des Rois, tome 2. Le premier tome, donc, des archives de Rochard. Mais attention, seulement la première partie. Non, parce que, voilà, il faut le dire, c'est le bordel. C'est-à-dire que tous les tomes sont découpés en 2 livres. Après, Brandon Sanderson, il justifie dans l'introduction, il a raison, le bug, la touffeur de la première partie le justifie, c'est 1000 pages. Mais je pense qu'un découpage en 8 tomes et non pas en 4 tomes de 2 parties aurait été un peu plus lisible. Bon, Brandon Sanderson, c'est un master-chef de la littérature de l'imaginaire, tant de la science-fiction que de la fantasy. Voilà, il a été choisi pour conclure la saga La Roue du Temps après le décès de Robert Jordan. Il a écrit la saga à succès, Fils des Brumes, et sa note moyenne sur Goodreads est de 4,4 sur 5, ce qui est assez exceptionnel. Donc voilà, c'est un pote qui l'a très vivement conseillé, et c'est un turbo classique, donc voyons voir ce que ça vaut. Donc il se passe quoi dans cette première partie de La Voix des Rois? C'est un peu le bazar. Donc il y a 15 prologues, voilà, que quelqu'un me corrige si je me trompe, mais le premier prologue se passe des milliers d'années auparavant et on a des espèces de demi-dieux mystiques qui se battent pour la survie de l'univers. Sauf qu'ils abandonnent le combat, là, ils en ont marre, ils rentrent chez eux. Ou alors il est terminé, je sais plus trop. Mais globalement, ils désertent et ils laissent leurs armes et leurs armures magiques pour lesquelles les hommes se battent et meurent. Parce que c'est des armures très pratiques. Dans le second prologue, on a un boug qui est engagé pour tuer le roi d'Aletkar, un pays dans lequel se déroule l'histoire, et il le tue avec son armure magique. Bon. 6 ans plus tard, le roman commence enfin. On va suivre plusieurs personnages et leur trajectoire. On aura Dalinar qui est le frère du roi assassiné et qui en proie au doute sur sa quête, sur ce qu'il fait. Et il est matrixé par un bouquin qui s'intitule La Voix des Rois. On aura Kaladin qui est un ancien soldat talentueux qui a été capturé et transformé en esclave et qui va être obligé de se battre à nouveau. Et on aura Shallan qui est une jeune mage qui part sauver sa famille, voilà, elle va voler un objet pour sauver sa famille. Le tout dans un contexte de guerre perpétuelle, dans un univers de fantasy qui est dévasté par des tempêtes constantes. Et alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Déjà, c'est un exercice difficile que de résumer une œuvre aussi touffue et dense, donc je m'excuse pour le bazar. Voilà, c'est vraiment très dense. Au début du roman, on a plusieurs prologues, plusieurs introductions qui donnent l'impression d'un fouillis bordélique qui décourage un petit peu, pour être honnête. On met bien 100-120 pages avant de rentrer dedans, et c'est un véritable effort de lecture au début, quoi. Mais quand on persévère et qu'on rentre dans cet univers qui est très riche et très détaillé, on apprécie beaucoup, hein. Voilà. L'auteur ne nous donne pas toutes les clés pour comprendre où l'on est, et tant mieux, ça se fait au fur et à mesure. Quand même, attention, je pense à la multiplication des personnages qui noie un peu l'enjeu global. Tu vois, j'ai lu ça en octobre, et à ce jour, lundi 10 février 2025, j'ai pas encore lu la suite. Il y a tellement d'informations que je vais nécessairement me perdre quand je la lirai. Mais le bestiaire, le fonctionnement et les pouvoirs de cet univers sont assez originaux, c'est un vrai avantage. Les enjeux sont flous, mais c'est que la première partie du premier tome, donc ça a le temps d'arriver. Voilà, en conclusion, on a un univers qui est quand même très solide, un auteur qui prend le temps, et on a des belles promesses. Donc c'est très exigeant, et ça me plaît, et c'est ma recommandation du mois. Pour finir rapidement ce mois d'octobre, on a lu On ne joue pas avec la mort, d'Emily St. John Mandel. C'est son deuxième roman publié, c'est publié en France en 2013, chez Panneau et Rivage, 3 ans après la publication originale. C'est le troisième roman de l'autrice que je lis, personnellement, autrice qui a su véritablement me toucher, avec Station Eleven, très connue à juste titre, et le plus récent, La mer de la tranquillité, géniale fable autour du voyage dans le temps. Et l'un de mes rares coups
de cœur de 2024. J'avais, sans surprise, au vu de mon appréciation de ces deux romans, de grosses attentes pour On ne joue pas avec la mort, qui est un piètre titre à mon avis, mais c'est pas de sa faute. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe dans On ne joue pas avec la mort? On suit Anton, qui est un jeune cadre dynamique dans une boîte quelconque new-yorkaise, et il prépare son mariage avec Sophie, qui est une violoniste dépressive. Et lorsque les deux partent en voyage de noces sur l'île d'Ischia en Italie, Anton, pour une raison inconnue, il décide de rester, qu'il est l'heure de rentrer, et il reste seul bien sûr, hein. Il chasse Sophie. Et comme il n'y a rien à faire là-bas, ou plutôt que ce qu'il a à faire doit attendre, il va se mettre à penser à ce qui l'a conduit ici. Sa famille d'escrocs, sa cousine qui ne fait que la mettre dans la merde avec des plans foireux, c'est d'ailleurs à cause d'elle qu'il est là, et à son faux diplôme. Bref, on va comprendre tout ce qu'il a amené là et quelle va être la suite de sa vie. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce scénario? 15 octobre, et je soupire. Voilà. Le titre est trompeur, le roman n'est pas aussi tendu que ça laisse y penser. On s'ennuie un peu, voilà, ça ronronne. Point positif, la narration est vraiment top. La manière dont l'autrice saute du présent au passé et jongle, la manière dont elle jongle avec les perspectives, c'est vraiment cool. N'empêche qu'on met trop de temps à cerner où Emily St. John Mandel va, sans pour autant que la résolution soit satisfaisante véritablement. On suit une famille de crapules du dimanche et on s'attache pas franchement à eux. Il y a juste un moment où mon rythme cardiaque s'est accéléré, où on a du bon suspense, mais c'est trop peu pour vraiment apprécier le bouquin. Voilà, on a un objet littéraire qui se rapproche du thriller, mais qui est un peu trop banal et un peu trop quelconque pour être mémorable. Déception, mais j'abandonnerai pas Emily St. John Mandel pour si peu. Comme d'habitude, merci à tous pour votre écoute et pour vos commentaires, votre présence plus globalement, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à aimer et à commenter cette vidéo si ça vous dit, et à vous abonner, hein, soyons fous. On a lu tout plein de choses en novembre, tu sais pas pistache? On a lu tout plein de choses en novembre, mais je vous garde la surprise. Ouais, cette fois-ci, pas de teasing sur les prochains bouquins, j'ai quelque chose de nouveau à vous proposer. C'est surtout pour réduire ma liste de bouquins à lire. Voilà, c'est contenu dans ce pot magique, mais on en reparlera le mois prochain. Salut!